Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième journée du Paris-Saclay Summit 2026, ici à Centrale Supélec, dans la salle André Michelin. Merci d'être de retour pour ceux qui étaient déjà là hier avec nous, et puis bienvenue, et merci d'être avec nous pour la première fois si c'est votre cas également. Vous n'allez pas le regretter, vous allez voir, le programme de cette deuxième journée est extrêmement riche. On va continuer ensemble à explorer ce que la recherche change concrètement dans nos vies, santé, environnement, technologie, espace, avec toujours la même idée, comprendre, questionner et rendre la science accessible à tous. Installez-vous confortablement, je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent, allez-y, on va commencer tout de suite. On va commencer, pour bien démarrer cette matinée, on va parler d'une maladie que beaucoup connaissent, alors souvent à travers un proche, la maladie de Parkinson. Tremblement, rigidité, perte d'autonomie progressive, longtemps on pensait son évolution inévitable. Mais aujourd'hui, la recherche ouvre de nouvelles perspectives et change progressivement la prise en charge des malades. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Alexis Elbaz, neurologue et directeur de recherche INSERM au Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations. Il va être interrogé par Caroline Tourbe, journaliste au Point. Nous vous écoutons et on peut les applaudir bien fort. Merci. Bonjour, merci d'être aussi nombreux pour nous écouter aujourd'hui. C'est vrai que longtemps, Parkinson a été perçu comme une fatalité liée à l'âge, alors qu'elle est aujourd'hui au cœur d'une recherche scientifique intense qui bouscule bien des certitudes sur ses causes, ses signaux précurseurs et puis aussi des leviers qui pourraient en retarder l'apparition. Et pour en parler, nous avons la chance d'être avec vous. Alexis Elbaz, bonjour. Bonjour, merci. Alors vous êtes directeur de recherche à l'INSERM, vous êtes spécialisé, épidémiologiste spécialisé un peu sur ce qui pourrait expliquer l'apparition de cette maladie. Mais moi j'ai une première question plus générale sur l'épidémiologie, c'est-à-dire sur le nombre de personnes touchées par la maladie de Parkinson. C'est une maladie qui est en progression et on ne sait pas exactement pourquoi. Tout à fait. Alors, on sait qu'on peut faire des études épidémiologiques justement en France ou dans le monde pour estimer le nombre de patients parkinsoniens. On sait aujourd'hui qu'en France, il y a environ 200 000 personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson, alors qu'il y a une dizaine d'années, il y en avait 150 000. De même, dans le monde, on estimait par exemple qu'en 1990, il y avait environ 3 millions de personnes atteintes de maladie de Parkinson, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt autour de 11 millions et que des projections montrent qu'en 2050, si on considère que la fréquence ne change pas, il y aura environ 25 millions. Donc une forte progression du nombre de personnes traitées pour la maladie de Parkinson, avec en plus des formes des personnes qui vivent plus longtemps avec la maladie, c'est-à-dire qui vont développer au plus des complications qui vont être plus difficiles à traiter. Et le principal facteur qui explique cette augmentation du nombre de personnes traitées pour la maladie de Parkinson est le vieillissement de la population, puisqu'on vit plus vieux, et mathématiquement, donc, mais tout simplement parce qu'il y a plus de personnes âgées, il y a plus de patients, alors que l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas chaque année, reste relativement stable. Donc c'est vraiment le vieillissement de la population qui va conduire à cette augmentation du nombre de patients. Donc ça explique, le vieillissement explique en lui-même l'augmentation du nombre de cas, ou il y a aussi d'autres phénomènes que justement on n'explique pas? Alors c'est vraiment le facteur très prédominant parce que l'effet de l'âge est quand même majeur dans la maladie de Parkinson. Alors il y a d'autres hypothèses sur le fait justement que l'évolution de l'exposition à certains facteurs d'environnement pourrait également être impliquée, mais ça c'est vraiment une question de recherche qui pour l'instant n'est pas tranchée et qui est difficile à étudier parce que, comme on va voir tout à l'heure, en fait il n'y a pas un seul facteur qui va expliquer la maladie de Parkinson ou diminuer le risque, mais en fait c'est une multitude de facteurs et il faut voir comment l'ensemble de ces facteurs évolue au cours du temps et c'est pas si simple que ça. Ouais. Et c'est pas si simple, notamment parce que vous êtes aussi neurologue, donc vous êtes clinicien, vous voyez les patients. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas forcément quand on n'est pas touché par la maladie ou qu'un proche n'est pas touché par la maladie de Parkinson, c'est que ça peut débuter très en amont du diagnostic, mais vraiment des années et des années avant, des choses peuvent se mettre en place. Et d'ailleurs, pas forcément dans le cerveau, ça peut aussi être autre chose. Vous pouvez nous expliquer? Ça a un nom, cette phase-là. Voilà, alors c'est probablement l'une des découvertes
les plus importantes dans le domaine de la maladie de Parkinson des 10 dernières années ou des 10-15 dernières années. Donc, la maladie de Parkinson est liée à la perte des neurones qui produisent la dopamine dans une toute petite partie du cerveau qui s'appelle la substance noire, qui est une zone qui va contrôler le mouvement, en fait. Et donc, quand cette zone dégénère, on va avoir une perte du contrôle du mouvement, d'où les symptômes, le tremblement, la rigidité, etc., qui sont les principaux symptômes de la maladie de Parkinson, ce que tout le monde connaît. Et on considère que ces symptômes moteurs, donc le tremblement, la raideur, la lenteur, apparaissent lorsque environ 50% des neurones dopaminergiques ont disparu et que la perte des neurones dopaminergiques commence environ 5 à 10 ans avant le début des symptômes. Donc il y a déjà, avant le diagnostic, en général, une petite phase de quelques années où les personnes ont déjà un peu plus de mal à marcher, par exemple, font plus de chutes avec un risque de fracture et déjà commencent à se sentir un peu ralentis, d'accord, mais sans vraiment aller jusqu'au diagnostic. Et puis, ce qui a été vraiment une découverte importante, c'est que au-delà de cette phase prodromale, donc c'est le mot, c'est comme ça qu'on appelle cette phase pré-diagnostic, la phase prodromale, il y a aussi des symptômes qu'on appelle non moteurs qui peuvent exister, le principal étant la constipation, une constipation qui peut être présente 10, 15, voire 20 ans avant le diagnostic et qui s'accompagne après de troubles du sommeil, qui sont des troubles très caractéristiques, qu'on appelle des troubles du sommeil paradoxal, qui sont des personnes qui vont vivre leurs rêves. Quand on rêve, normalement, on ne bouge pas, il y a juste des mouvements des yeux. Et alors que les personnes qui ont des troubles du sommeil paradoxal vont vivre leurs rêves, ce sont souvent des rêves un peu violents, d'ailleurs. Ce qui fait que ce sont des personnes qui vont sauter dans leur lit, pousser leur conjoint, tomber du lit par exemple. Et donc ça, c'est aussi un signe prodromal très évocateur du risque ultérieur de maladie de Parkinson. Et on pense que donc, ces signes non moteurs prodromaux sont liés au dépôt de la protéine en fait, qui va causer la maladie de Parkinson, qui s'appelle l'alpha-synucléine, donc on retrouve dans les deux neurones qui produisent la dopamine. Et cette protéine, on pense que chez certaines personnes, probablement pas chez toutes, mais dans certains cas, commence à s'agréger au niveau du système nerveux qui va innerver l'intestin, d'où la constipation, pour ensuite remonter le long du système nerveux autonome jusqu'au cerveau, et c'est là qu'apparaîtront les symptômes caractéristiques. Et donc, l'existence de cette longue phase prodromale fait qu'on considère, comme pour d'autres maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, en fait, que l'installation de la maladie de Parkinson se fait sur de très nombreuses années et c'est pas vraiment, voilà, c'est vraiment. C'est pas le moment du diagnostic ou 1 ou 2 ans précédents qui sont intéressants. Et ça va de plein pied dans vos recherches puisque vous essayez aussi de comprendre qu'est-ce qui, dans nos modes de vie ou dans les substances auxquelles on peut être exposé, pourrait faciliter l'apparition de la maladie, voire même la provoquer. Donc cette phase prodromale, c'est important pour vous de l'étudier aussi. Et ça fait toute la complexité. Par exemple, si on prend un exemple qui a été beaucoup étudié, qui est le tabac, dans le lien entre tabac et maladie de Parkinson, qui est un lien d'ailleurs assez étrange. Vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est complexe de saisir. Alors, donc, en effet, c'est le tabac est quelque chose qui a suscité beaucoup d'interrogations dans le domaine de la maladie de Parkinson parce que pratiquement toutes les études montrent que les personnes qui fument ou qui ont fumé ont un risque diminué de maladie de Parkinson, donc ce qui est un message de santé publique pas très politiquement correct. Et donc ça a suscité bien sûr beaucoup d'études pour savoir est-ce que c'est vrai et qu'il y a quelque chose dans le tabac qui fait que voilà, on est protégé, enfin, que le risque de maladie de Parkinson est diminué, c'est de l'ordre de 30%, donc c'est pas négligeable. Oui, oui. Et puis on voit aussi qu'il y a une relation avec la quantité de tabac qu'on a fumé, c'est-à-dire que plus on a fumé, plus le risque diminue. Ah donc bon vraiment, voilà, donc c'est voilà. Alors on peut bien sûr on pourrait imaginer peut-être que c'est parce que les personnes qui fument ont un risque de décès plus augmenté. Qu'elles meurent plus jeunes, elles n'ont pas le temps de développer exactement. la maladie de Parkinson. Alors. Oui, c'est quelque chose qui fait toujours rire, je sais. Alors, c'est vraisemblablement pas l'explication, puisque cette association protectrice, enfin ce rôle protecteur du tabac, on le retrouve aussi pour les personnes qui vont développer une maladie de Parkinson très jeunes.
Donc on voit également un effet protecteur avant que les personnes aient un risque de décéder. Donc ce n'est pas ça qui explique. Et puis on a fait d'autres études avec, par exemple, c'est ce qu'on appelle une technique statistique qui s'appelle la randomisation mendélienne, où on va utiliser des gènes qui sont associés à la propension à fumer. Et donc ce genre d'étude est moins à risque de biais, d'un certain nombre de biais. Et on retrouve effectivement que les personnes qui vont développer la maladie de Parkinson ont moins de risques de fumer génétiquement prédit, si vous voulez. Donc ça confirme un peu cette association, voilà, qui reste toujours très mystérieuse parce que à ce jour, les études de laboratoire n'ont pas réussi à identifier une molécule qui expliquerait cela. Il y a eu des essais thérapeutiques qui ont essayé d'utiliser des patchs de nicotine pour voir si ça permettait d'améliorer les symptômes des patients parkinsoniens, qui ont été négatifs. Ces essais thérapeutiques n'ont pas trouvé un bénéfice, mais ils ont été faits chez des personnes qui avaient déjà une maladie de Parkinson très évoluée. Donc quand la perte de neurones dopaminergiques était probablement déjà trop importante pour pouvoir montrer un effet. Donc c'est voilà, quelque chose qui, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à fumer. C'est ce que vous pas dites. du tout le message que je voudrais faire passer aujourd'hui, puisque les dangers sont majeurs. Voilà, les dangers du tabagisme sont majeurs, mais ce genre de résultat peut éventuellement conduire à réfléchir à des traitements possibles, et donc c'est tout l'intérêt de se pencher sur ce genre de questions. Mais la difficulté, voilà, cette phase prodromale, pourquoi elle complique les travaux des épidémiologistes. Donc les épidémiologistes, en plus de compter les patients, on va essayer d'identifier des facteurs de risque ou des facteurs protecteurs des maladies. Or, à cause de cette phase prodromale, donc au cours de laquelle les patients commencent déjà à devenir un petit peu malades, mais sans vraiment le savoir, il est possible que ces symptômes moteurs, par exemple la constipation, elle peut changer le comportement des personnes vis-à-vis de certaines expositions. Par exemple, si on s'intéresse à la nutrition, les personnes qui vont devenir constipées vont peut-être changer la manière qu'elles ont de s'alimenter. Et donc, on voit que ça peut introduire un biais, c'est ce qu'on appelle la causalité inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas l'exposition à laquelle on s'intéresse qui va avoir une influence sur le risque de maladie, mais c'est la maladie non diagnostiquée qui va entraîner un changement de comportement. D'où l'intérêt de pouvoir faire des études avec un très long suivi. Donc c'est ce qu'on fait nous dans notre laboratoire, où on travaille sur une étude qui s'appelle E3N, qui est une étude à laquelle ont participé 100 000 femmes. 100 000 femmes. 100 000 femmes affiliées à la Mutualité générale de l'éducation nationale, à la MGEN. Donc 100 000 femmes enseignantes qui sont suivies depuis 1990, donc depuis plus de 35 ans, et qu'on suit régulièrement par des questionnaires. Et donc ça nous permet d'identifier celles qui vont devenir malades, alors d'un certain nombre de maladies. Initialement, c'était une étude beaucoup sur le cancer, et puis en vieillissant, on l'a étendue à d'autres maladies comme la maladie de Parkinson. Et donc ce très long suivi fait qu'on peut étudier des expositions très très longtemps avant le risque de la maladie, et donc un peu s'affranchir de ce problème de causalité inverse pour faire les études. Et de ces études, grâce à ces femmes qui sont volontaires et qui participent à cet essai sur un très long terme, quels sont justement ces facteurs de risque, ou en tout cas ces comportements ou qui vous intéressent et sur lesquels on a appris des choses récemment? Alors, on s'est beaucoup intéressé à ce qu'on appelle, nous, des expositions sur lesquelles on peut intervenir. Parce que, justement, si on veut réfléchir en termes de prévention, pour ensuite prévenir le risque de maladie, c'est intéressant de travailler sur des expositions, sur des comportements sur lesquels on pourrait intervenir pour voir si ça pourrait avoir un effet sur le risque de maladie. Donc, je dirais que pour moi, le résultat le plus important qu'on a obtenu, et ce sont des travaux qu'on a fait dans l'équipe, c'est le rôle de la relation entre l'activité physique et le risque de maladie de Parkinson, pour lequel on a montré que les personnes les femmes qui avaient le niveau d'activité physique le plus élevé étaient à risque diminué de maladie de Parkinson, avec un risque diminué d'environ 25%. Donc on sait que chez les patients parkinsoniens, on les encourage beaucoup à faire de l'activité physique. On sait que l'activité physique a un effet vraiment sur les symptômes. Cela améliore les patients, ça améliore aussi l'humeur. Quand la maladie est déjà là. Voilà, quand la maladie est déjà là. On sait, les mécanismes ne sont pas très bien connus, mais on pense que l'activité physique a véritablement un effet neuroprotecteur sur le cerveau par
des mécanismes variés, dont la neuroplasticité, la diminution du stress oxydant, de l'inflammation, etc. Et donc, nous, on a voulu voir si le fait de faire de l'activité physique pouvait prévenir ou retarder l'apparition de la maladie. Et donc, c'est ce qu'on a fait dans cette étude. Et justement, pour faire ces travaux, on était confronté à ce problème de causalité inverse, puisque les femmes qui allaient devenir parkinsoniennes, on voit qu'elles commençaient à diminuer leur activité physique quelques années avant le diagnostic, probablement parce que justement elles étaient déjà un petit peu malades. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié le niveau d'activité physique 20 ans, voire 30 ans avant le diagnostic. Et là, on voit aussi que les personnes les plus actives avaient un risque diminué de maladie de Parkinson. Et je trouve que c'est vraiment un résultat important parce que au-delà du risque de maladie de Parkinson, bien sûr, l'activité physique, vous le savez tous, c'est bénéfique pour plein d'autres choses. Et puis, c'est quelque chose qui n'a pas d'effet secondaire, a priori important. Les essais thérapeutiques montrent que c'est pas, intervenir sur l'activité physique ne va pas avoir des conséquences en termes d'effets secondaires. Donc vraiment, c'est quelque chose qui peut avoir un bénéfice important. Et on a parlé alimentation, et il y a aussi un sujet qui intéresse beaucoup, c'est les pesticides, l'exposition aux pesticides. Il y a des données qui ont l'air contradictoires. Vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi c'est compliqué et ce qu'on peut dire d'ores et déjà des pesticides et du lien avec la maladie de Parkinson? Alors, sur les pesticides, donc, on a commencé à travailler sur ce sujet dans les années 80, donc il y a déjà pas mal de temps, à cause d'une observation un petit peu accidentelle, c'est qu'en Californie, il y a une épidémie de syndrome parkinsonien chez des jeunes toxicomanes qui avaient été intoxiqués par une héroïne frelatée avec un produit qui s'appelle le MPTP. Qui est un pesticide. Et qui est un neurotoxique, qui est un inhibiteur des mitochondries très puissant et dont la structure chimique ressemble beaucoup à celle d'un herbicide, le paraquat, qui est un herbicide qui a été extrêmement utilisé dans le monde, qui était utilisé à l'époque en France, qui n'est plus autorisé dans la communauté européenne, mais qui est toujours utilisé dans des pays en voie de développement. Et donc c'est cette observation un peu accidentelle qui a motivé ces études sur la relation entre l'exposition aux pesticides et la maladie de Parkinson. Et il y a beaucoup maintenant d'études dans le monde, partout, un peu dans différents continents, qui ont montré que les personnes qui étaient exposées professionnellement, donc le plus exposées, c'est-à-dire les agriculteurs, avaient un risque un peu augmenté de maladie de Parkinson. C'est quelque chose qu'on a retrouvé en France. On a fait plusieurs études avec la Mutualité sociale agricole, qui est l'organisme d'assurance maladie pour les agriculteurs, et on retrouve en effet que les agriculteurs ont un risque augmenté de l'ordre de 60%. Ceux qui ont utilisé des pesticides, et ce qui a conduit d'ailleurs la France en 2012 à être le premier pays au monde qui a reconnu la maladie de Parkinson comme une maladie professionnelle chez les agriculteurs. Et pour le grand public, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà. Alors pour la population générale... Oui, des gens qui ne sont pas agriculteurs. Oui, voilà. Donc ce sont des études qui sont beaucoup plus difficiles à faire parce qu'on n'a pas vraiment de données très précises sur l'exposition des personnes qui vivent dans la population générale. Oui. Ce qu'on sait, il y a eu quelques études qui ont été faites notamment en Californie où il y a des registres de vente des pesticides qui permettent de faire des études qu'on ne peut pas faire en France encore malheureusement et qui montrent que les personnes qui vivent près des champs traités par pesticides, souvent par voie aérienne en Californie, même si elles ne sont pas agricultrices, ont un risque augmenté de maladie de Parkinson. Donc ça suggère en effet que l'exposition environnementale aux pesticides pour des personnes qui vivent près, donc en milieu rural, est associée à un risque augmenté de maladie de Parkinson. En France, on a fait des études qui ne sont pas aussi précises, c'est-à-dire qu'on n'a pas ces données très détaillées, mais on a vu que quand on fait des analyses un peu géographiques, on voit que chez des personnes qui ne sont pas agricultrices, on retrouve une incidence un peu plus élevée de maladie de Parkinson dans les régions très viticoles, qui sont parmi les régions où il y a le plus de pesticides épandus. Donc, ce qui suggère également un petit peu ce rôle de l'exposition environnementale, mais c'est certainement un domaine où il faut des études plus importantes. Et vous avez la complexité de l'accès aux données, à des données précises, non pas que vous ne pourriez pas les avoir, mais en fait, elles n'existent pas vraiment. En Californie, c'est un registre obligatoire. C'est-à-dire, depuis des décennies, on note très précisément les parcelles, ce qu'on y met, ce qui n'est pas le cas en France. Non, en Californie, donc, pour pouvoir utiliser des pesticides, il faut avoir une licence. Donc chaque
vente de pesticides ensuite est colligée dans un fichier, en gros, qui est accessible pour les chercheurs. En France, ces données ne sont pas disponibles. En France, on dispose d'un recensement agricole qui a lieu tous les 10 ans, qui est organisé par le ministère de l'Agriculture. Et ce recensement agricole va recueillir des informations très détaillées sur toutes les exploitations françaises, notamment le type d'agriculture, mais ne recueille pas de données sur les pesticides. C'est quelque chose qu'on a demandé depuis très longtemps, que les chercheurs demandent au ministère de l'Agriculture, c'est de recueillir également ces données. Mais pour l'instant, bon, bien sûr, c'est compliqué. Et pour l'instant, ce recueil n'est pas fait. J'ai aussi, donc, on va revenir sur des facteurs de risque, sur des choses liées à l'alimentation. Il y a des choses qui sont très intéressantes. On entend aussi parler du café, du lait. Il y a la maladie de Parkinson et certains aliments très précis. Les recherches donnent des résultats qui sont surprenants. Alors, en effet, au-delà du tabac, dont on a déjà parlé, il y a maintenant beaucoup d'études également qui montrent que la consommation de café est associée à un risque diminué de maladie de Parkinson. Et là, c'est vraiment la caféine qui semble être le facteur important, puisque les personnes qui consomment du café décaféiné n'ont pas, enfin, on ne retrouve pas cette relation. Et puis, il y a des études en laboratoire, etc., qui montrent que la caféine, à travers la stimulation de récepteurs cérébraux très particuliers, pourrait avoir ce rôle bénéfique. Il y a également des résultats intéressants pour le régime méditerranéen, où en fait on sait que c'est un régime également qui est bénéfique pour beaucoup de choses, oui. Et chez les patients parkinsoniens également, à cause de ces problèmes de constipation, le régime méditerranéen est vraiment quelque chose qu'on recommande à cause de l'apport en légumes. Et donc, on a aussi fait des études qui montrent que les personnes qui ont une alimentation plutôt de type méditerranéen, donc riche en légumes, pauvre en viande et en produits laitiers, ont un risque diminué de maladie de Parkinson. Alors, à l'inverse, le lait, là encore, ce sont des études qui ont commencé aux États-Unis et puis qui ont été faites ailleurs dans le monde, y compris en France. Et on voit que les personnes qui consomment beaucoup de produits laitiers, donc enfin pas de produits laitiers d'ailleurs, de lait. Du lait. Pas le fromage, non, pas le vraiment le lait, ont un risque augmenté de maladie de Parkinson, avec des études qui montrent même que les gènes qui sont associés à la consommation de lait. En fait, on sait qu'il y a des gènes qui sont fortement associés à la consommation de lait, puisqu'il y a des personnes qui n'ont pas de lactase, qui vont pas consommer, qui vont digérer mal le lait, donc qui vont pas consommer de lait. Et on retrouve dans la maladie de Parkinson que ces gènes, sont bien associés au risque également de maladie de Parkinson, alors que les produits fermentés, donc le yaourt, le fromage, etc., ne sont pas associés au risque de maladie de Parkinson. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on ne recommande pas, nous, aux patients, de il faut boire du café sans mettre de lait dedans. Alors, non, vous rigolez. Mais, je pense que c'est une question qu'on est tous en train de se poser. Mais, que je fais du lait quand on a fait ces études dans E3N, comme une source de lait, c'est justement la consommation de café, on a distingué les personnes qui buvaient du lait pur de celles qui buvaient du café au lait. Et on a vu que le risque était vraiment limité aux personnes qui buvaient du lait pur, alors que celles qui consommaient du café au lait n'avaient pas de surrisque. Et on pense qu'en fait, c'est que le café annule l'effet du lait. Donc, si vous buvez du lait, en effet, c'est une bonne idée de rajouter du café. Peu de café. Bon, on va s'arrêter là parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions qui vont vous être posées. Eh bien, si vous en avez, je crois qu'il y a un micro qui peut vous être distribué. Merci beaucoup. J'aurais un élément de précision et une petite question, si je peux, sur l'élément de précision, quand vous parlez des liens entre le tabac et une espèce de protection contre la maladie de Parkinson. Est-ce qu'on pense que c'est vraiment le tabac qui pourrait avoir un effet bénéfique, ou est-ce que c'est juste une espèce de coïncidence génétique, que si on a une prédisposition à fumer, on a aussi une moindre prédisposition à avoir la maladie de Parkinson? Et ma deuxième question, c'est pour les gens qui ont du Parkinson précoce. J'ai un oncle qui a été diagnostiqué à 40 ans, et donc qui vit avec depuis 20 ans en faisant énormément de sport, par exemple. Donc c'est une maladie qui est vraiment terrible. Et dans quelle mesure vous faites la différence entre le Parkinson précoce et le Parkinson plus ancien en termes de recherche, de traitement, etc. Merci beaucoup.
Merci. Alors, pour répondre d'abord à la première question, donc en effet, l'âge moyen de diagnostic de la maladie de Parkinson en France est de l'ordre de, y compris entre 70 et 75 ans, il est de l'ordre de 72 ans. Donc, comme je vous disais, c'est une maladie qui est extrêmement liée à l'âge, mais néanmoins, vous avez raison, il y a des personnes qui développent la maladie de Parkinson à un âge jeune. On estime qu'il y a environ 10 à 15% des personnes qui développent la maladie avant 65 ans, et nous, on voit en consultation parfois des personnes qui sont âgées de 30 ans, de 35 ans, voire même plus jeunes, et donc ce sont des cas quand même qui sont très rares. Et dans ces cas-là, donc dans ces cas où il y a un début très précoce, les causes génétiques sont plus fréquentes. Donc dans ces cas-là, on fait des recherches génétiques plus poussées parce qu'on pense qu'en effet, il y a des formes héréditaires. Alors il y a une vingtaine de gènes maintenant qui ont été identifiés pour ces formes héréditaires qui sont en général responsables de formes très précoces de la maladie. Et voilà, mais ce sont des formes qui sont quand même très rares et pour lesquelles, en effet, vraiment, c'est le facteur génétique qui va être plus important que tous les autres facteurs d'environnement. Pour le tabac, du coup Alors, quant au tabac, en fait, c'est une très bonne question. On peut se poser la question de savoir est-ce que c'est le tabac ou quelque chose aussi qui est lié au mode de vie des personnes qui fument, par exemple, qui va être différent de celui des personnes qui ne fument pas. Et donc, c'est tout l'intérêt voilà, de faire toutes ces approches. On va regarder avec différentes approches, par exemple la randomisation mendélienne. Il y a d'autres approches qui ont été faites où on a regardé le rôle du tabagisme des enfants sur le risque de Parkinson chez les parents. C'est une autre forme d'analyse Non, du tabagisme des enfants, parce qu'en fait, c'est une forme, là encore, où on va utiliser le tabagisme des enfants comme un instrument pour éviter certains types de biais sur le risque de maladie de Parkinson. Enfin, toutes ces études vont dans le même sens, si vous voulez. Donc, à force de retrouver voilà, le même résultat, quel que soit le type d'études qu'on fait, voilà, on commence quand même à y croire, même si, en effet, c'est un résultat très troublant. Puis comme vous le rappeliez, par contre, c'est-à-dire que le poids de la maladie de Parkinson par rapport au poids des maladies liées à l'usage du tabac, les cancers, maladies cardiovasculaires, fait que, bon, le message de prévention reste vraiment... La cigarette. C'est vraiment, voilà, l'intérêt de se pencher sur cette question, c'est vraiment à titre de compréhension. Peut-être une molécule, voilà, une thérapie. Exactement, qui permettrait de développer un médicament. Oui. On a le temps. Une dernière question rapide, ouais, réponse rapide, s'il vous plaît. Ouais. Alors le micro est ici. Allez, on va prendre monsieur, je suis désolée. Oui, merci. Une question d'imagerie, si vous voulez bien. En scanner cérébral, on observe souvent des microcalcifications des noyaux gris centraux. Est-ce obligatoire, typique, pathognomonique, et quelle est l'origine, quelle est l'explication de l'apparition de ces microcalcifications dans les noyaux gris centraux? Alors, les calcifications des noyaux gris centraux ne sont pas du tout un signe qu'on voit dans la maladie de Parkinson. En fait, dans la maladie de Parkinson, l'imagerie cérébrale est strictement normale. On peut voir maintenant avec des méthodes d'IRM extrêmement sophistiquées des dépôts de fer dans la substance noire, mais c'est des méthodes qui sont plus pour la recherche. Mais l'imagerie ne retrouve pas ces calcifications qui sont en fait souvent une découverte de hasard et dont on ne connaît pas très bien la signification en fait. Bien, ben voilà. Merci beaucoup. Merci pour cet éclairage vraiment passionnant. Merci pour vos questions. Dans quelques minutes, on va passer à la session suivante et on va rester dans les maladies qui sont quand même très présentes dans notre quotidien, mais cette fois-ci du côté de nos articulations. On va parler d'arthrose avec l'un des plus grands spécialistes de cette maladie en France, le professeur Francis Berenbaum. À tout de suite.